Et comme mes enfants ont l'âge d'être, enfin ils sont étudiants, ils pourraient être parmi vous, ils disent en plus que je suis déjà un vieux geek. Donc, pourquoi on dit ça? Parce qu'il se trouve que j'ai eu la chance extraordinaire lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais adolescent, c'était en 78, de mettre les doigts sur un Apple II. Et ça m'a tellement marqué que cette passion pour l'innovation technologique m'a tout de suite envahi et m'a conduit à créer ma première entreprise. J'avais effectivement 20 ans à cette époque-là dans la télématique. Mais je ne suis pas du tout ici pour vous parler de moi et de geek, je suis ici pour vous parler d'un sujet beaucoup plus intéressant qui est l'hydrogène et les piles à combustible. Et comme je ne vais pas vous la faire geek, en plus je ne vais pas vous assommer avec des tas de slides pyrotechniques, mais j'ai amené un livre. Et ce livre, il est extrêmement intéressant et il est tout à fait, comment dirais-je, étonnant parce que c'est un livre de Jules Verne qui s'appelle « Paris au XXe siècle ». Alors ce livre, vous ne l'avez sans doute pas lu parce que c'est un manuscrit qui a été refusé par son éditeur. Il l'a écrit en 1963. Il est déjà au début de sa gloire puisqu'il vient d'écrire 5 semaines en ballon. Mais ce livre est vraiment trop en avance sur son temps. Et puis, il va disparaître. Il va être retrouvé en 1986 dans le coffre-fort de Michel Verne, et puis il va être édité en 1994. Et je vais vous en lire un tout petit morceau, si vous voulez bien. La foule encombrait les rues. Les magasins somptueux projetaient au loin des éclats de lumière électrique, les candélabres établis d'après le système Way par l'électrisation d'un filet de mercure rayonnaient avec une incomparable clarté. Ils étaient réunis au moyen de fils souterrains. Au même moment, les 100 000 lanternes de Paris s'allumaient d'un seul coup. Alors, la fée d'électricité est déjà passée par là, mais il faut savoir qu'au moment où il écrit ces mots-là, on est très très loin d'avoir le premier réseau électrique déployé. Il faudra attendre plus de 20 ans supplémentaires avant de voir des premiers réseaux locaux. Au moment où on parle de ça, ce qui nous fait la lumière dans les villes, c'est le gaz de ville, et le gaz de ville, c'est de l'hydrogène. Seulement, la façon dont notre ami Jules Verne voit l'hydrogène est déjà en soi très intéressante, puisqu'il dit finalement l'électricité pour l'éclairage, c'est vachement bien, mais l'hydrogène, on va faire autre chose avec. De ces innombrables voitures qui sillonnaient la chaussée des boulevards, le plus grand nombre marchait sans chevaux. Elles se mouvaient par une force invisible au moyen d'un moteur à air dilaté par la combustion du gaz. Encore une fois, remettons-nous dans le temps de Jules Verne à ce moment-là, on est en 1863, il y a des voitures à cheval, et ça fait seulement 3 ans que l'ingénieur belge Lenoir a inventé le moteur à combustion, un petit moteur à 2 temps qui utilisait de l'hydrogène. Et déjà, notre ami Jules Verne se projette en voyant les villes envahies de véhicules. Alors, cette machine inventée en 1859 avait pour premier avantage de supprimer chaudières, foyers et combustibles. Des bornes gaz établies aux diverses stations de voitures fournissaient l'hydrogène nécessaire. Ces gaz cabs, comme ils les appellent, faisaient une grande consommation d'hydrogène, sans parler de ces énormes haquets chargés de pierres et de matériaux qui déployaient aussi des forces de 20 à 30 chevaux. Ce système Lenoir avait aussi l'avantage de ne rien coûter pendant les heures de repos, économie impossible à réaliser avec les machines à vapeur qui dévorent leur combustible même au temps d'arrêt. Alors voilà, notre ami, il pense à l'hydrogène comme ça. Il aurait, avec un peu de chance et au bon moment dans le temps, il aurait pu aussi anticiper autre chose. Nous avons de l'électricité, nous avons de l'hydrogène, nous avons de la mobilité. Pourquoi ne pas envisager la mobilité sous la forme de l'hydrogène qui produit de l'électricité ? Il aurait pu y penser parce que 20 ans auparavant, un Anglais, Sir William Grove, a inventé la pile à combustible. Seulement, il manque un ingrédient dans l'affaire, c'est le moteur électrique, et ce moteur électrique ne sera inventé qu'en 1887 par Nikola Tesla. Donc notre ami Jules Verne n'a pas pu exploiter ça, mais je suis absolument certain que s'il avait eu connaissance des ingrédients, il aurait tout de suite vu l'avantage de la situation. Donc, nous en sommes là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pile à combustible ? Alors, je pense que comme moi, vous avez plus ou moins apprécié les cours de physique-chimie à l'école. En ce qui me concerne, pas beaucoup pour ce qui relève des notes. Mais par contre, les expérimentations, les expériences de physique-chimie, ça avait un petit côté magique. Et en particulier, il y en avait une que vous avez tous faite, c'est l'électrolyse de l'eau. Ça a été inventé en 1800. Vous voyez, ce siècle est fameux.
Et qu'est-ce qu'on fait? On plante des électrodes dans l'eau, on envoie du courant électrique, et sur l'un, on va produire des bulles d'oxygène, et sur l'autre, des bulles d'hydrogène. Eh bien, la pile à combustible, c'est juste le processus inverse. C'est une oxydoréduction. On amène l'hydrogène d'un côté, on amène l'oxygène de l'autre, on enferme entre deux électrodes, on va enfermer une membrane polymère qui va empêcher les électrons de passer. On va laisser passer les ions positifs et les électrons ils vont être forcés de prendre un autre chemin. Et hop, on va les récupérer. Et le résultat de ce processus, c'est qu'on a gagné de l'électricité. À l'autre bout, on a produit de l'eau pure et de la chaleur. En gros, pour une pile de ce type de technologie, qui est une pile à membrane protonique, qui utilise de l'hydrogène, on a à peu près 50% d'électricité pour 50% de chaleur. Donc c'est très intéressant. Il y a d'autres aussi technologies qui sont disponibles autour des piles à combustible, mais on est à peu près là. Et puis plus rien. Il faut attendre 1953 pour qu'un certain Francis Bacon se réintéresse à la question des piles à combustible. Il en fait une première d'1 kW, puis en 1959, il en fait une deuxième de 5 kW, qui va servir de modèle pour les piles à combustible qu'on va envoyer dans les missions Apollo. Parce que les ingénieurs aéronautiques et de l'espace, ils ont dit c'est peut-être beaucoup plus fiable de produire de l'électricité à la demande à partir d'un combustible stocké, en l'occurrence c'était du méthane et on fait du reformage, plutôt que d'embarquer des batteries. Et donc les piles à combustible sont parties dans l'espace et sont allées jusque sur la Lune. Et puis à nouveau, grand silence, on n'entend plus parler. Quoique, les constructeurs automobiles, dès les années 60, commençaient à nous parler de voitures électriques et disaient on va commencer par les voitures électriques à batterie, mais les batteries, ça a des inconvénients, et puis on passera à un moment donné à la pile à combustible. Et puis le temps passe et toujours rien. Car le meilleur compromis de l'époque, économique et technique, s'appelle le pétrole. Aujourd'hui, ça commence à devenir un petit problème. Alors vous trouverez des tas de gens intelligents qui vous diront l'hydrogène, les piles à combustible, c'est un non-sens, il ne faut pas en faire, etc. Des gens très intelligents, très compétents, au demeurant, tout à fait estimables. Mais toute l'histoire des sciences est là, pleine de gens très compétents et intelligents qui ont dénigré des innovations qui se sont imposées par la suite. Parce qu'en fait, l'innovation, ça demande un petit peu plus que de l'intelligence et de la compétence. Ça demande de la créativité, ça demande de la curiosité, et ça demande de faire confiance à son intuition. Ah, voilà. Moi, ce que je vais vous demander à vous, ce n'est pas de croire sur parole tout ce que je suis en train de vous dire, mais simplement d'être curieux, d'avoir confiance en votre intuition, ok ? Et vous voyez, ça va se passer très très bien. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, la petite vidéo que j'ai préparée? Parce que malgré tout, je suis quand même un geek. Donc voici un véhicule tout à fait standardisé, qui a été aménagé par une jeune start-up française qui s'appelle SymbioFC. La France, effectivement, parion français, on sait faire des choses. On prend donc un véhicule électrique standard de Renault, un Kangoo Z2, dont on connaît les limitations en termes d'autonomie et le fait qu'il faut attendre 8 heures pour recharger entièrement des batteries. Et on dit, ben voilà ce qu'on va faire, on va prendre une pile à combustible, on va occuper des espaces vides dans la voiture, parce qu'il y a plein d'espaces vides dans une voiture électrique, et on va se servir de cette pile à combustible pour augmenter l'autonomie du véhicule. En fait, on recharge les batteries. Et ce véhicule, qui est une première mondiale dans cette approche hybride, a été choisi par exemple par la Poste en expérimentation dans l'Est de la France aujourd'hui, et permet à la Poste aujourd'hui de tripler les durées de facteurs, les durées des tournées de facteurs. Donc c'est effectivement, d'un seul coup, on supprime tous les inconvénients du véhicule électrique à batterie. Alors il y a aussi des grands constructeurs internationaux comme Toyota qui s'apprêtent à sortir dès le mois de mars 2015 des véhicules à pile à combustible, 100% pile à combustible, qui seront disponibles pour l'ordre de 40 000 €, ce qui est effectivement très intéressant pour ce type de véhicule. Donc, les constructeurs sont prêts. On s'est tous préparés à ça. Alors, pourquoi est-ce que l'hydrogène, c'est bien ? L'hydrogène, c'est bien parce que l'hydrogène, c'est un vecteur énergétique. Alors, vecteur, qu'est-ce que ça veut dire ?
Si on fait un petit peu d'étymologie, on s'aperçoit que c'est un très 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 ancien mot qui vient de l'indo-européen et qui a diffusé dans l'ensemble des langues européennes, sauf évidemment le basque et le hongrois qui ne sont pas des langues indo-européennes. Mais vecteur, dans cette langue indo-européenne, ça voulait dire chariot. Tiens, on y revient, on a d'autres petits trucs à roulettes. Le chariot et le cheval, c'est ce qui a permis aux peuples indo-européens d'envahir la totalité de l'Europe occidentale à cette époque. Donc on a ça, après chez les latins, ça devient vector, c'est le conducteur du char. D'ailleurs, ça me rappelle comment est-ce qu'on appelle un fil qui porte l'électricité? Un conducteur, c'est ça? Bon, j'arrête de jouer avec les mots, parce que sinon on pourrait passer beaucoup de temps, c'est un exercice passionnant, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que même si on le trouve effectivement à l'état naturel, aujourd'hui, on le sait, sur des dorsales océaniques, on trouve de l'hydrogène à l'état naturel, donc énergie primaire. On sait aussi que dans les zones aquifères, sous la Terre, on a probablement des grandes quantités d'hydrogène disponibles, mais essentiellement, on va le trouver parce qu'on va le fabriquer, cet hydrogène, on va le dissocier. Et une des façons de le faire, et on revient à notre électrolyse, c'est de fabriquer de l'hydrogène en utilisant les énergies renouvelables. Voilà qui est très très intéressant. Nous avons envie, nous avons besoin d'une transition énergétique dans laquelle on va utiliser de plus en plus de soleil, de plus en plus de vent, et voire d'eau dans les limites qui sont celles qu'on a aujourd'hui, pour fabriquer de l'électricité. Le problème, c'est que cette intermittence, cette électricité, elle est produite à 70% du temps quand le réseau électrique n'en a pas besoin. Ce sont donc des surplus. Les études en cours disent qu'en gros, à l'horizon 2050, avec les scénarios de transition énergétique que nous avons, nous aurons à peu près 75 TWh par an de surplus électrique dont on ne saura pas quoi faire. Et un candidat extrêmement intéressant pour utiliser ces surplus électriques, eh bien, c'est l'électrolyse pour fabriquer de l'hydrogène. Et là, d'un seul coup, l'hydrogène devient un vecteur de stockage de l'énergie qui est flexible et qui est versatile. Il joue sur l'ensemble de la chaîne de valeur énergie, mais aussi sur l'ensemble des applications. Je vous ai parlé de mobilité, mais aujourd'hui, vous avez qui sortent des petites recharges pour votre téléphone portable ou votre équipement électronique portable, qui sont des piles à hydrogène. On a parlé d'Apple. Apple, ça fait 2 ans qu'ils ont déposé des brevets de systèmes piles à hydrogène pour leurs futurs iPhones. On peut utiliser l'hydrogène pour fabriquer de l'électricité de façon stationnaire. Les fameux centres, les data centers qui consomment des quantités absolument astronomiques d'électricité aux États-Unis sont en train, pour la plupart, de migrer sur des systèmes de piles à combustible stationnaires. C'est le cas chez Google, chez Microsoft et chez Apple. On a là donc une espèce de boîte à outils, l'hydrogène, extrêmement versatile, extrêmement flexible, qu'on peut utiliser dans des tas de conditions. Et c'est pour ça que je crois, moi qui viens des télécoms, que l'hydrogène va jouer un rôle absolument stratégique dans l'avenir. Parce que quelque part, l'hydrogène est à l'énergie ce que l'IP a été au réseau de télécommunications. L'IP s'est imposé partout dans les réseaux de télécommunications. Ce n'était certainement pas la meilleure technologie pour transporter de la voix. On vous dira que l'ATM, 10 fois mieux. Mais ça faisait aussi des données. Mais ça faisait ça. On pouvait l'utiliser dans toutes les conditions et pour toutes les applications. Et ça a un impact très, très, très précis en termes économiques. Ça veut dire qu'on peut avoir des réductions de coûts extrêmement importantes sur les technologies et les équipements, parce que plus on l'utilise, et moins ça coûte cher. Eh bien, c'est ça aussi qui va permettre à l'hydrogène, je le crois sincèrement, de s'imposer dans la société. Alors, les facteurs clés de succès, pourquoi ça arrive seulement maintenant et ce n'est pas arrivé avant, alors qu'on connaît ces technologies depuis 1840 ? Eh bien, parce que le moment n'était pas venu. Il faut 3 conditions réunies ensemble pour qu'une innovation, qui est une innovation de rupture, mais qui en même temps se substitue à des technologies existantes, il faut 3 conditions remplies pour y arriver. La première, c'est que la technologie soit mature. C'est aujourd'hui le cas, on peut le dire. La deuxième, il faut une acceptation sociétale. Aujourd'hui, l'acceptation sociétale, je pense qu'elle est très claire pour vous. La pollution, la santé, la fin de l'ère du pétrole, la fin des ressources de ce type-là,
Tout cela impose, dans votre esprit à vous, la nécessité de bouger. Et le troisième facteur, c'est qu'il faut qu'il y ait un business model. Il faut qu'économiquement parlant, tout ça, ça tienne debout. Il faut que des acteurs économiques dans le marché trouvent un intérêt à continuer à investir pour améliorer la maturité technologique et puis pour déployer ces applications-là. Aujourd'hui, je le crois vraiment, c'est mon intuition d'innovateur, que le moment est venu, que ces trois facteurs sont réunis ensemble et que l'hydrogène, dans les années à venir, vous allez en entendre énormément parler. Alors moi, là, ce que je voulais vous transmettre, moi aussi, j'ai des messages à transmettre. Ce qui est très important, pour arriver à faire ça, pour qu'on y arrive, il faut de la volonté, il faut de l'envie, il faut le désir de faire les choses et une certaine forme de nécessité. La nécessité, elle est connue de tous. Il est temps de changer de paradigme énergétique. Je vous remercie.